vous voyez. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve donc ce jeudi pour un nouveau Facebook Live sur Emas Presse Réunion. Vous êtes habitués maintenant à cette émission que nous tenons en général le jeudi avec un invité qui se trouve aujourd'hui dans nos locaux, qui est Alain Domergue. Bonjour Alain Domergue, Bonjour. qui est donc le président du Conseil interrégional de l'Ordre des médecins Réunion Mayotte et qui va nous parler, vous vous en doutez bien, donc de la crise sanitaire en cours, de l'épidémie de Covid-19, également de la levée de la septaine, du dépistage, toutes ces questions autour du Covid-19 qui évidemment sont primordiales à l'heure actuelle. Questions que vous pourrez poser, vous en avez l'habitude maintenant, directement dans le Facebook Live via la page de commentaires. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant si vous en avez. Et nous prendrons ensuite le relais avec Antoine, qui est Bonjour ici à tous. présent. Antoine, journaliste à Emas Presse, et qui donc relaiera vos questions dans la deuxième partie de l'émission, qui posera ces questions, vos questions, à Alain Domergue. Voilà, vous pouvez retrouver en tout cas ce live directement donc sur notre page Facebook et également sur notre page imaspresseréunion.com, notre page officielle sur le site. On va commencer dès maintenant. Du coup, monsieur Alain Domergue, peut-être une brève introduction pour aider un petit peu nos internautes à se resituer sur le rôle du Conseil interrégional de l'Ordre des médecins Réunion Mayotte. C'est un long titre que tout le monde ne connaît pas. On parle souvent de l'Ordre des médecins, mais pas du Conseil Oui. interrégional. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler dans un premier temps quel est le rôle du Conseil, quel rôle il a par rapport aux questions de santé au niveau local à La Réunion et quel rôle il a eu là pendant la crise Covid? Ok, donc le Conseil interrégional de l'Ordre médecin, il est Réunion Mayotte parce que finalement il y a un échelon national avec le Conseil national de l'Ordre des médecins qui lui s'occupe de la politique, des contacts auprès des ministres, du gouvernement et de faire du lobbying et puis aussi de publier et d'avoir un rôle politique. Nous, au niveau régional, donc le conseil s'est décliné dans toutes les régions de France et pour la Réunion, c'est Réunion et Mayotte ensemble. Donc le conseil régional, lui, il a une mission qui est de se charger des questions de la médecine. C'est bien sûr l'ordre des médecins, donc c'est l'éthique, la déontologie. Hein. C'est ça nos principales actions pour l'éthique médicale et la déontologie médicale. Et on est sur ces deux régions, le correspondant naturel de l'ARS pour participer à toutes les réunions qui sont organisées en termes de santé, en termes de politique médicale, en termes d'équipement. Et on est les interlocuteurs de la vie politique, médicale dans cette région. Ensuite, le département, conseil départemental, lui, c'est le conseil qui s'occupe du médecin, de ses besoins, de son installation, etc. Et tout un chacun, au niveau départemental et au niveau régional, se charge aussi des patients et de l'accès aux soins, de choses comme ça. On a des recours de patients qui peuvent intéresser essentiellement le département. Et bien sûr, le régional gère la chambre disciplinaire de première instance, puisqu'on a une chambre disciplinaire qui s'occupe de gérer les plaintes administratives contre les médecins ou des patients ou des instances. Donc une instance de justice, justice administrative, et une instance de politique régionale pour le conseil interrégional. Alors le Conseil interrégional des médecins, de l'Ordre des médecins, Mhm. a été assez mobilisé dans la question de la crise Oui. Covid. Vous avez été d'ailleurs co-signataire avec l'Union des médecins libéraux ou encore Mhm. France Asso Santé, hein, si je ne me trompe Ouais. pas, d'un courrier qui a été Mhm. envoyé au ministère des Plusieurs. Outre-mer, Plusieurs. plusieurs courriers, Mhm. tout à fait, où vous avez demandé, vous avez porté certaines revendications Mhm. claires vis-à-vis des restrictions à prendre Mhm. sur le territoire, vis-à-vis des voyageurs qui arrivent à La Réunion. Et votre revendication, la dernière en date, c'était le maintien de la septaine qui, on Mhm. le rappelle, sera levée normalement demain, date butoir, le 10 juillet. La septaine, on le rappelle, hein, c'est un confinement d'une semaine pour Mhm. les personnes qui arrivent sur le territoire. Pourquoi demander le maintien de la septaine, tout simplement? Pourquoi ça vous semble nécessaire? Alors d'abord, on a fait le choix dans ce conseil de se regrouper dans ce qu'on a appelé la communauté médicale. Donc il y a eu les ordres, il y a eu les unions professionnelles, il y a eu les infirmiers, il y a eu tout le monde. Tout le monde s'est regroupé pour être plus fort. Donc ça, c'est une nouveauté, c'est déjà une avancée très forte. Et ça nous permet d'avoir plus de poids vis-à-vis des institutions. Pourquoi la septaine? Parce que la Réunion est un territoire fragile. La Réunion, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une épidémie qui a démarré avec les gens qui sont partis en vacances au mois de mars. Ils sont revenus, ils ont été contaminés, ils sont restés chez eux, ils ont appliqué strictement la quatorzaine à l'époque. Le territoire a été totalement bouclé, totalement fermé, et finalement, il n'y a pas eu de cas autochtones de façon importante. Donc on a eu un premier pic, et puis après, on a eu des choses très faibles.
Et finalement, on n'a pas eu d'épidémie réelle à La Réunion. Et si on doit avoir une épidémie, c'est maintenant qu'elle va se développer, avec l'arrivée de gens qui viennent de l'extérieur et la réouverture des frontières. Donc je pense que la vigilance, elle est importante maintenant. Chez nous, c'est spécial, c'est pas comme ailleurs. On est un territoire éloigné de tout dans lequel, finalement, il n'y a pas eu de circulation. On a des indicateurs économiques, sociaux qui sont défavorables. On a des polypathologies, on a 10% de patients diabétiques. On a beaucoup de raisons d'avoir une extension grave de la maladie. Donc on est un territoire fragile. À territoire fragile, mesures spécifiques qui doivent être prises. Est-ce que ça veut dire mettre en place, si jamais vos revendications sont écoutées, mettre en place une autre forme de septaine, plus courte peut-être, différente? Qu'est-ce que vous voudriez exactement? Je crois que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un suivi qui se poursuive pour l'intégralité des personnes qui arrivent à La Réunion. Donc ces personnes qui viennent et d'où qu'elles viennent, le suivi soit important. Ça veut dire qu'on puisse rappeler toutes les personnes, que les personnes puissent être suivies et conseillées si elles ont des signes pouvant être en rapport avec le Covid, qu'elles soient toutes être informées qu'elles doivent faire un test à J7 et qu'elles doivent porter un masque, mettre des mesures barrières dans l'intervalle. Aujourd'hui, forcément, puisqu'on a été totalement confiné, le Covid-19, il arrive par l'aéroport. Donc c'est bien à partir des gens qui viennent de l'aéroport qu'il faut qu'on prenne des mesures. Et ces mesures, elles sont valables pour tous, que vous veniez de Mayotte ou que vous veniez de Paris, mais elles doivent être strictement appliquées. Alors peut-être faut-il un accueil à l'aéroport, peut-être faut-il renforcer les conseils téléphoniques, peut-être faut-il faire plus de SMS, peut-être faut-il, etc. Il y a peut-être beaucoup de choses à mettre, mais il doit y avoir une forme de septaine qui permette parfois de se déplacer. Effectivement, peut-être ne pas tout paralyser comme ce qui a été fait, mais il faut absolument qu'il y ait un suivi, un tracing et des mesures barrières et des mesures de protection pour les gens qui arrivent. Alors, Monsieur Domergue, il y a déjà un dispositif de tracing qui est mis en place par l'ARS. Est-ce que, selon vous, il est suffisant? Et est-ce qu'il sera suffisant là dans les mois qui viennent, les mois de haute saison, juillet et août? La question, c'est est-ce que finalement le test obligatoire avant de partir va avoir lieu ou pas? Donc pour l'instant, alors que finalement la fin de septembre, c'est dans 2 jours, eh ben, on n'a pas d'informations, c'est probablement au Conseil constitutionnel, il y aura des décrets d'application, et pour l'instant on est un petit peu dans le vide, on manque d'informations. Donc on a besoin de savoir si cette première phase qui a été votée par les députés va être acceptée, et si c'est bien ça qui va s'appliquer. Est-ce que le dépistage va être obligatoire et systématique pour toutes les personnes avant de monter dans l'avion? Ça va conditionner après le reste, hein, parce que si le dépistage obligatoire n'est pas accepté, quelles seront les mesures prises et qu'est-ce qu'on devrait faire à l'arrivée, tout doit être discuté. Mais même si le dépistage est obligatoire et même si les gens qui arrivent ils sont dépistés, il faudra bien faire le test à J7. Et aujourd'hui, ils ne le font pas. Tout le monde ne le fait pas. Techniquement, le test sera obligatoire à partir de demain. Vous dites qu'on n'en est pas sûr encore? Moi, je n'ai pas de décret d'application, je n'ai pas eu de réponse officielle à ce niveau. Les décisions ont été votées par l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si le Conseil constitutionnel a été consulté. Et en tout cas, nous n'avons pas, aujourd'hui, une réponse officielle de la préfecture ou des autorités nationales qui nous disent le test est obligatoire, c'est mis en place, ça y est. Ce que vous pointez du doigt ici aussi, du coup, c'est un manque de communication de la part des autorités sanitaires? En tout cas, là, on est dans une période un peu charnière et il y a aussi un contexte politique que personne n'ignore. Il faut que les choses se mettent en place, il faut que ça avance. On est effectivement dans une période où il faut qu'on s'organise rapidement. Il n'y a pas un manque de communication, il y a des besoins nouveaux de communication, ça c'est sûr, mais maintenant il faut qu'on essaye de mettre en place quelque chose de clair pour le 12. Je pense que s'il n'y a rien de clair pour le 12, ça appliquera ce qui se fait aujourd'hui jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit prise. En tout cas, on ne pourra pas être dans le néant, ça c'est sûr. Il faudra au moins qu'on poursuive ce qui a été fait à ce jour jusqu'à ce que les arbitrages aient été pris et que les décrets soient passés. Alors concernant le dépistage, c'est évidemment un sujet qui est au cœur de la crise sanitaire en ce moment. Est-ce que vous trouvez que le test, en tout cas Covid, est suffisamment accessible aussi aux gens? Est-ce qu'il faudrait modifier les modalités de dépistage pour l'instant? Alors, il y a là aussi des ajustements à faire. Vous vous rendez bien compte qu'on a été sur 15 vols par semaine. Là, on passe à 25. Il y a 1000 personnes qui arrivent par jour. Donc, si vous faites 1000, ça fait 7000. Il faut faire à peu près 7000 sur 5 jours. Ça veut dire qu'il faut faire 1200 tests par jour, 1300 tests par jour. Donc, évidemment, ce n'est pas évident de faire tous ces tests ici. Donc, les laboratoires se sont mobilisés. Il y a une mobilisation qui est en cours. Il y a des rouages qui se mettent en place pour pouvoir faire tous ces tests. Ce qu'ont dit la communauté médicale et ce qu'a toujours dit l'ordre et l'ensemble de la communauté, c'est qu'on doit accepter le nombre de passagers à La Réunion
pour ce que l'on est capable de suivre et de dépister. Donc pour nous, ça n'est pas la quantité de voyageurs qui dicte les choses, c'est nos capacités à les suivre et nos capacités à les tester. Et en fonction de ça, on est en capacité d'accepter un nombre de voyageurs. Donc si on est en capacité de suivre, de dépister, de tracer 1000 voyageurs par semaine, voilà, si on ne l'est pas, il faut diminuer le nombre de voyageurs. Alors on parle souvent des voyageurs qui viennent de métropole, mais il y a aussi maintenant les voyageurs qui viennent de Mayotte, puisque là vous représentez à la fois la Réunion, mais également l'île de Mayotte. Vous le savez, donc les vols ont repris entre la Réunion et Mayotte. Pour information pour nos internautes, donc on est pour l'instant normalement à 1 vol par semaine. Normalement c'est ça. Voilà, de Mayotte à la Réunion et 4 vols par semaine entre la Réunion et Mayotte. Ce sont des informations d'Air Austral qui assurent donc ces vols pour l'instant. Vous dites que évidemment le dépistage, l'arrivée, la prise en charge de ces voyageurs est très importante. Qu'en est-il de Mayotte, qui est un territoire en plus à risque, un territoire où le virus circule encore activement? Alors, d'emblée, il faut différencier deux choses. 1, les évacuations sanitaires, et 2, les voyageurs. Les évacuations sanitaires, c'est un système intra-hospitalier où on fait partir des passagers d'hôpital à hôpital, et donc il y a les ambulances, c'est suivi, etc. Là-dessus, il faut avoir aucune crainte, et il faut continuer à assurer la solidarité pour les patients mahorais. Il est indispensable qu'on puisse soigner et ne pas, et en fait, laisser les services hospitaliers libres et capables d'accepter de nouveaux malades à Mayotte. Donc ça, c'est indispensable, il faut le poursuivre. Il n'y a pas de discussion, et de toute façon, il n'y aura pas de contamination de la population par ce système-là, qui est un système clos. Donc ça, c'est un problème à part, et il faut le garder, et il faut continuer à évacuer de façon sanitaire les malades qui en ont besoin. Pour ce qui est des passagers, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Il faut dépister avant de partir et il faut tracer à l'arrivée. Alors oui, c'est difficile pour Mayotte parce qu'à Mayotte, il y a des problèmes de capacité de dépistage. Il faut le résoudre à l'ARS, à la préfecture, de mettre en place des choses. Mais il faut dépister et tracer. Vous parlez de difficultés, il y a eu des difficultés de traçage à l'arrivée, mais il y en a eu aussi pour les autres vols. Et c'est très important puisque on sait aujourd'hui que si sur les vols métropole, il y a moins de 1% des gens qui sont positifs, en tout cas dans la population métropolitaine. Pour les vols de Mayotte, c'est 8%. Donc ça veut dire que sur un vol de 250 personnes, vous avez 20 personnes qui sont positives. Donc en soi, ce n'est pas dramatique, il faut qu'ils ne partent pas s'ils sont positifs. Et puis s'ils sont dépistés à J7, il faut qu'ils soient tracés. Mais il faut que ça puisse se faire avec les moyens indispensables. Mais vous parlez justement de difficultés peut-être qui sont renforcées à Mayotte pour ce qui est du dépistage avant de prendre l'avion. Comment est-ce qu'on peut pallier ces difficultés? Est-ce que ça veut dire envoyer des renforts de la Réunion pour assurer ces dépistages? Alors ça peut être envoyer des automates, ça peut être augmenter la capacité de dépistage, ça peut être faire venir les tubes et donner les résultats. Voilà ce qui peut se faire. Ça a été, dans un premier temps, il a été envisagé de faire des prélèvements, de les réaliser à la Réunion et de renvoyer les résultats aux personnes avant de partir. Comme ça, elles avaient leurs résultats avant de partir. On a eu le cas récemment d'une mère de famille qui était rentrée de Mayotte et dont les enfants finalement ont été à l'école pendant une matinée. Vous avez peut-être suivi cette histoire. Il s'avère que cette maman donc, était positive au Covid et que ses enfants ensuite se sont rendus à l'école de Montgaillard. Évidemment, ça a fait beaucoup de bruit. Quel est le message ici à faire passer? Est-ce que c'est comme pour la métropole, quand on rentre d'un territoire qui plus est à risque, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la prudence à appliquer? La règle est la même, c'est-à-dire qu'il faut se dépister avant de partir si la loi le permet, ou faire un dépistage à l'arrivée, et ensuite pouvoir tracer pour tous. Vous parlez de cet exemple de Mayotte, mais il y a d'autres exemples de gens qui viennent de métropole. Il faut que les personnes qui arrivent fassent au moins une septaine en termes de masques et en termes de contacts. C'est-à-dire qu'il faut limiter les contacts. Je pense que ces enfants n'avaient pas à aller à l'école. Et on a vu des situations où des gens vont dans des fêtes familiales ou des choses comme ça. Et il ne faut pas, lorsque vous êtes ici depuis moins de 7 jours et que vous n'avez pas fait votre test à J7, il ne faut pas aller dans des réunions familiales en milieu fermé, il ne faut pas aller dans des bars en milieu fermé sans masque. Donc le port du masque reste nécessaire et il doit y avoir des mesures particulières. Encore une fois, ce n'est pas open bar. Justement, la question qui va directement avec ça, ce sont les gestes barrières. C'est un mot qu'on entend beaucoup à tort et à travers, mais qu'on voit de moins en moins dans les rues aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de l'application de ces gestes barrières aujourd'hui à La Réunion? Est-ce qu'on est face à un relâchement? Qu'est-ce qu'il faut dire à la population aujourd'hui? Clairement, on est face à un relâchement. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Ce relâchement à La Réunion n'est pas justifié. Je pense que jamais on n'a été autant en danger que l'épidémie rentre sur l'île par rapport aux autres mois précédents où nous avions une fermeture et très peu de cas. Je crois qu'aujourd'hui,
l'épidémie à Covid-19 va rentrer à La Réunion. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'elle va rester très limitée parce qu'on va prendre les mesures nécessaires ou est-ce qu'elle va s'étendre? C'est de ça. C'est ça qui va être conditionné par le comportement des gens. Donc deux axes. Les personnes doivent continuer à prendre les mesures barrières et les autorités et nous devons tenir compte du fait que les gens ont du mal à appliquer ces mesures barrières pour prendre de nouvelles politiques ou des politiques plus adaptées du fait de ce relâchement. Alors vous dites clairement, l'épidémie du Covid va entrer à La Réunion, c'est une estimation que vous avez clairement aujourd'hui? Il y a aujourd'hui des cas autochtones. Ces cas autochtones se développent. Donc on devrait arriver à les maîtriser en faisant des traçages, en faisant de l'isolement, en faisant du dépistage et en suivant les personnes par quartier. Peut-être que voilà, ça va se limiter à ça. Mais il faut se préparer à des clusters. Il va y avoir des clusters, c'est sûr. Donc, ça vous semble inévitable du coup? Je pense que oui, ça me semble inévitable d'avoir des clusters. Je ne dis pas que tout le monde va être malade et que je ne fais pas de catastrophisme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aura des clusters et il y aura des cas à La Réunion et qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est regarder, arrêter de nous parler du nombre de cas totaux. Qu'on ait soit 560 cas à La Réunion, 570, 600 ou 610, c'est pas ça l'information intéressante. L'information intéressante, c'est combien on en a eu la semaine dernière, combien on en a eu la semaine d'avant, combien on en a cette semaine. Parmi ceux-ci, combien sont des cas importés, à quelle date, est-ce qu'ils sont venus avec, est-ce qu'ils ne sont pas venus avec, est-ce qu'ils ont été dépistés à J7 et est-ce que c'est des cas ensuite autochtones. Donc je pense qu'aujourd'hui, la dynamique de l'épidémie a changé et donc la communication aussi sur la dynamique de l'épidémie doit changer, c'est-à-dire qu'elle doit être maintenant plus centrée sur de l'actuel. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? On voit bien à l'heure actuelle qu'on est sur une communication qui est plus un peu bateau, souple. Bon, voilà, on est passé de 570 à 580 ou 560 à 570. Voilà, c'est pas pour information, à Mayotte, il y a plus de 2500 cas. Donc si vous multipliez, la Mayotte, c'est un tiers de la population réunionnaise. Donc voilà, Mayotte, ils sont comme si nous, on était à 7005. Donc Mayotte, ils ont eu une circulation très importante. Moi, je ne souhaite pas qu'il y ait une circulation très importante à La Réunion. Ce sera très difficile, il faut être réaliste. Ce sera compliqué. Et c'est aujourd'hui qu'on a les moyens de faire qu'on reste sur quelques clusters et des clusters assez limités, bien encadrés et contenus. Vous avez parlé des cas autochtones et effectivement, c'est très intéressant puisqu'en ce moment, on fait face à une augmentation, en tout cas journalière, dans les bilans de l'ARS et de la préfecture des cas autochtones. Pas plus tard qu'hier, on a eu 12 nouveaux cas confirmés, dont 8 cas autochtones. Donc les 3 quarts sont des cas autochtones issus d'une même famille. Est-ce que ça veut dire ici qu'on fait face à une circulation virale qui est vraiment importante, en tout cas plus importante qu'avant? Il y a parmi les gens qui sont affectés des gens qui sont plus contaminants que d'autres. Et à partir de gens qui sont très contaminants, effectivement, il va y avoir des contaminations intrafamiliales. Et puis après, c'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme, c'est la personne qui a été contaminée qui va rencontrer une autre, qui va dans un bar, etc. Et on peut partir de personnes très contaminateurs qui vont faire que le cluster va s'agrandir. Donc c'est ça qu'il faut tracer, c'est ça qu'il faut suivre. Il faut qu'on sache par semaine, qu'on puisse comparer les semaines, qu'on ait, oui, des bilans plus réguliers. Moi, je pense que des bilans hebdo, maintenant, c'est bien. Je pense que bien avoir tous les indicateurs, bien reprendre les consultations gérées par SOS aux urgences, bien reprendre le nombre de cas autochtones. Je pense que les indicateurs doivent être aujourd'hui communiqués à la population, qui est capable de comprendre ça, communiqués de façon régulière et hebdomadaire maintenant, parce qu'on entre quand même dans une nouvelle phase et que la population doit être clairement informée, qu'on ne passe pas de 560 à 580, mais que cette semaine, on a eu par exemple 20 cas, je ne sais pas combien ce sera cette semaine, alors qu'il y en avait moins la semaine dernière et qu'on suive bien une progression en temps réel. Pour vous, les bilans hebdomadaires sont plus révélateurs que les bilans quotidiens? Pour le stade où l'on est, oui. Enfin, je veux dire, les bilans quotidiens ont de l'importance, mais vous voyez bien que hier c'était 12, et puis vous voyez bien que mardi c'était 1, et que lundi c'était 10. Donc voilà, c'est aussi en fonction des arrivées. C'est sûr que le jour où vous avez testé la totalité du vol de Mayotte, il y a plus de positifs quand vous avez testé l'arrivée du vol de Paris, c'est sûr. Donc il faut lisser. Je veux dire qu'il faut y avoir des communications tous les jours, mais il faut aussi reprendre chaque jour l'évolution à J-7, à J-14 et J-21. Pour dire, voilà dans quelle courbe on est. Est-ce qu'on est dans une courbe stable? Est-ce qu'on est dans une courbe qui augmente? Et voilà la courbe aujourd'hui des cas autochtones. Parce que ce qui nous intéresse, c'est essentiellement les cas autochtones.
Pourquoi, tout simplement? Est-ce que c'est parce que ça illustre mieux la Parce que ça circulation? illustre mieux la circulation et ça illustre mieux le danger de contamination en dehors. Parce que ça veut dire que les personnes qui sont arrivées ont contaminé et ont contaminé d'autres personnes qui vont contaminer d'autres. Puisque vous partez de 1, vous avez une famille, vous arrivez à 4, et ensuite, sur 4, combien en contaminent d'autres? Donc c'est un indicateur intéressant de l'évolution d'une maladie, enfin d'une épidémie, pardon. Pour le dépistage, c'est pareil. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous soyons informés dans les régions qui sont plus touchées que les autres pour que des dépistages interviennent. Le dépistage, je pense qu'à ce stade, il ne doit pas être forcément systématique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dépister comme le dit le président ou comme le disent les ministres, on va faire des dépistages de masse. Ben, c'est très bien pour Paris. C'est parfait. Mais pour La Réunion, je pense qu'il faut faire des dépistages ciblés. C'est-à-dire que toute personne ayant des symptômes compatibles avec le Covid doit se dépister du Covid. Et nous, en tant que médecins, on le met en place. Quand quelqu'un vient pour une grippe, il faut absolument qu'il soit dépisté pour le Covid. Quand quelqu'un vient parce qu'il a de la fièvre, il tousse un peu, ou bien il a des troubles digestifs, il doit être dépisté. Parce qu'il faut qu'on trace au plus tôt les gens qui sont contaminés pour pouvoir les isoler et pour pouvoir dépister leur environnement. Puisqu'actuellement, on commence une éventuelle épidémie. Quand vous aurez plein de cas, ce travail-là ne sera plus possible. Déjà là, avec le nombre de passagers qu'on a, il est évident que c'est difficile de tracer 7000 personnes par semaine. Parce qu'au bout d'une semaine, il y en a 14 000. Au bout de 2 semaines, il y en a, etc. Donc c'est déjà un travail énorme que fait l'ARS. Et forcément, il y a des trous dans la raquette, parce qu'il y a des gens qui sont difficiles à joindre, il y a des gens qui ne veulent pas répondre, il y a des gens qui ne font pas ce qu'on leur demande, etc. Donc tout ça doit être continué, et tant que l'épidémie sera limitée à quelques clusters, on pourra continuer à la gérer et être actif. Après, plus ça va se développer, plus ce sera compliqué. Donc c'est bien maintenant que la mobilisation doit être plutôt générale. Vous parlez de trous dans la raquette, on parle aussi des personnes qui sont asymptomatiques. Qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes justement pour les suivre, notamment quand on n'aura plus la septaine à l'arrivée des voyageurs? Comment on fait pour détecter le Covid chez une personne asymptomatique? Ça semble être un défi assez important en tout cas pour la communauté médicale. Alors moi, je ne me suis pas encore fait à l'idée que nous n'allions plus avoir de tests à J7. Je ne me suis pas encore fait à l'idée qu'on va plus avoir de mesures pour les 7 premiers jours. Parce que, une fois encore, je pense que La Réunion est un territoire fragile. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui, il n'y aura plus de septaine, c'est open bar, et vous entrez, vous sortez comme vous voulez. Ça, moi, honnêtement, je n'y crois pas. Et ça n'est pas ce qui est prévu et ce qui est discuté actuellement par l'ARS et par la préfecture, puisqu'il est prévu que des mesures de suivi et de traçage continuent. Et il est prévu une communication également sur la distanciation sociale. Donc après, les personnes asymptomatiques, eh ben, on va les retrouver quand on va dépister les entourages. Quand il y a une personne positive, la sécurité sociale est mobilisée, elle a un système de traçage et elle va dépister les entourages. Et donc là, on va retrouver des gens qui éventuellement sont asymptomatiques. Et on va ensuite continuer la piste en dépistant les gens qui sont aussi dans l'entourage des personnes asymptomatiques. Mais vous avez raison, il y a plein de gens asymptomatiques puisque dans plus de 80% des cas, la maladie n'aura pas d'expression. Alors, vous parliez tout à l'heure des bilans à transmettre à la population, qu'ils soient quotidiens ou hebdomadaires d'ailleurs. Est-ce que dans ces bilans, vous pensez qu'on doit également évoquer la localisation des cas à La Réunion, pour que la population soit au courant, comme on le fait pour la dengue, des endroits géographiquement parlant où on a plus de cas que d'autres? Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème à diffuser le nombre de cas par commune. Après, par quartier, ça ne me semble pas forcément adéquat, même si ça peut être une information intéressante pour des professionnels de santé dans ces quartiers, enfin au moins par commune. Par commune pour qu'il y ait une mobilisation dans cette commune et qu'il y ait une prise de conscience. Et qu'il y ait peut-être, quand vous allez être dans une commune où l'on sait qu'il y a des cas, parce que cette proximité, elle a toujours été importante. Mettre un nom sur une maladie ou sur une épidémie, c'est toujours important de savoir que finalement, ça ne se passe pas à la télé et que ce n'est pas un cas, ça ne veut rien dire un cas, c'est quoi un cas? Mais que c'est bien une personne, que c'est bien quelqu'un dans votre quartier, dans votre commune qui est porteur d'une maladie et qui a des moyens de s'en protéger. Donc je pense que c'est nécessaire effectivement de communiquer sur les communes, voilà, sans stigmatisation, mais pour mobiliser aussi les personnes dans une perspective de prévention. C'est la crainte de l'ARS, c'est l'argument d'ailleurs qui est utilisé, dire qu'on ne veut pas stigmatiser telle ou telle commune.
Vous pensez que justement, c'est pas la question ici, c'est pour prévenir la population? Sur la dengue, on le fait. Le Covid, c'est une infection qui, dans l'immense majorité des cas, sera, entre guillemets, sans grande complication pour 80% des cas. Et ensuite, pour les gens plus âgés et les gens qui ont des polypathologies ou des pathologies graves, ça peut être un vrai problème. Donc, je crois que quand les gens savent que près de chez eux, il y a quelque chose qui se passe, ça les mobilise pour faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un relâchement qui est très important. Donc, je pense qu'il faut aussi redonner une proximité à la maladie. Et l'exclusion, effectivement, c'est pas toujours facile au sein d'une famille de dire que vous avez le Covid ou que vous avez une pathologie qui est transmissible. Hein. Mais c'est pas parce que c'est pas facile qu'il faut pas le dire au sein d'une commune. Il me semble qu'une commune, c'est raisonnable. Merci. Alors, chose promise, chose due, on arrive à la deuxième partie qui concerne ici les questions des internautes. Vous êtes plusieurs à en poser ici sur notre Facebook Live. Donc, on retrouve Antoine. Bonjour. Antoine qui, du coup, va nous transmettre les questions que les internautes posent directement à Alain Domergue. Exactement. Alors, vous avez fait part de votre inquiétude, en tout cas l'inquiétude de la communauté médicale sur la gestion de la crise par les autorités. On a une question en lien avec cela de Haute de Carnon qui demande si l'Ordre des médecins, que vous représentez ici du coup, a toujours approuvé la gestion de la crise à La Réunion par l'Agence régionale de santé. On a eu les mêmes préoccupations qu'au niveau national, au niveau des masques au départ, puisqu'au niveau des masques au départ, on avait des inquiétudes sur l'accès à la protection, on avait des problèmes de protection, hein, mais ça, ce scandale, il est national. Hein. Donc il y a eu effectivement des demandes qui ont été faites sur les moyens de protection au départ. Après, comme on a un décalage, nous, par rapport à la métropole, on a été moins exposé. On a critiqué les actions. Si vous voulez, critiquer l'ARS dans la première partie de l'épidémie, je peux dire que l'épidémie, elle a été traitée au plan national. Hein, ça a été traité par Paris, hein, essentiellement. Et à l'ARS, comme la préfecture, on relayait des messages de Paris. Donc, on a, nous, eu au départ des insistances auprès de la préfecture pour que, en particulier quand ils avaient fermé les bars en métropole et pas ici, on avait demandé à ce que ce soit fait ici immédiatement. Et on avait obtenu gain de cause. Après, sur les masques, oui, on en a eu, nous, relativement. Il y a eu des carences, donc on a milité contre ça, moyens de protection, etc. On a souffert, comme les autres, pour les médecins de ville, sur l'abandon et l'isolement de nos patients chroniques en leur disant qu'il ne fallait plus qu'ils aillent voir le médecin généraliste, que tout allait être fait par l'hôpital, etc. Donc ça, il y a une vraie souffrance de la part des patients qui ne sont plus allés voir leur médecin généraliste. Donc ça a été un problème, mais ça a été un problème national. Donc là-dessus, je ne vais pas accuser l'ARS. On a obtenu auprès de la préfecture, auprès de l'ARS, que la communauté médicale soit régulièrement informée. Donc maintenant on n'est pas d'accord sur tout et on reste une force de pression auprès de l'ARS pour un certain nombre de mesures, oui. On a actuellement par exemple un débat sur l'accueil, faut-il maintenir l'accueil à l'aéroport? Bon, pour l'ARS et la préfecture pour l'instant c'est pas acquis. Pour nous, ça doit, en tout cas il doit y avoir un process extrêmement dense et extrêmement efficace pour l'accueil, le suivi et le tracing des gens qui viennent de l'extérieur. Donc si on a des choses parfaites qui marchent et qu'il n'y a pas besoin d'accueil physique à l'arrivée, pourquoi pas. Mais si les choses sont encore en évaluation, il y a besoin de vérification physique d'un message, il faut peut-être maintenir un accueil à l'aéroport, bien sûr. Alors, vous évoquiez le problème d'approvisionnement de masques et de matériel qui est réglé a priori aujourd'hui. Alors, a priori, c'est très fluctuant. Hein. Si vous apprenez à la semaine combien vous allez avoir de masques. Il y a des semaines, c'est 25, il y a des semaines, c'est 18. Enfin, c'est très particulier. Maintenant, on a plus de FFP2. Après nous avoir expliqué que les FFP2, ça servait à rien. Finalement, maintenant, on a pas mal de FFP2 et on a moins de masques chirurgicaux. Je parle là pour les médecins. En tout cas, c'est mis en place, tant bien que mal, un approvisionnement auprès de chaque médecin qui aujourd'hui fonctionne bien, mais qui normalement avait été prévu d'arrêter après la fin de l'état d'urgence sanitaire. Ce qui pour nous est pas forcément logique, puisqu'on est dans une situation qui perdure. Alors, certains ministres font savoir que les médecins sont les enfants gâtés et qu'ils devraient s'acheter leurs masques. Si maintenant il y a des masques qu'on peut acheter, effectivement, on pourra acheter des masques. Maintenant, ça peut aussi continuer à être diffusé pour qu'il y en ait le plus possible. On s'est plaint aussi sur les masques, sur les recommandations qui avaient été faites de donner aux personnes les plus fragiles, parce que ça manquait de clarté. Donc on nous a mis un petit peu en porte-à-faux là-dessus, parce qu'on nous a dit donnez-leur aux personnes les plus fragiles, les plus compliquées. Mais il fallait cadrer, parce que tout le monde pense qu'il est fragile, tout le monde pense qu'il est compliqué, et tout le monde veut des masques. Et nous mettre en porte-à-faux en nous disant c'est à vous de décider.
voilà, en nous disant c'est à vous de décider, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, il faut craindre une nouvelle pénurie de masques, du coup, suite à l'état d'urgence qui sera levé? Non, je pense qu'actuellement, les choses se sont arrangées. Il y a eu une vraie crise et je pense qu'actuellement, ça s'est arrangé. Le masque reste assez cher. Il y a une spéculation très forte sur le masque, avec un prix qui tourne entre 50 centimes et 80 centimes pour un masque. Donc, c'est quand même un coût qui n'est pas négligeable pour les gens. Voilà. Il faut aussi faire la promotion du masque tissu. Le masque tissu, c'est vraiment un masque important qu'il faut mettre et qu'il faut utiliser. Moi, j'utilise, ceux qui sont médecins n'ont pas la même exposition que les gens de la rue ou les gens de la famille. Nous, on voit des patients, des malades tous les jours. Donc forcément, on a besoin d'un moyen qui soit, je dirais, très étanche, très efficace, à changer régulièrement. Mais pour un usage normal où on ne voit pas particulièrement des gens malades, un masque en tissu, c'est très bien. On est dans la rue, c'est très bien. Moi, quand je vais en ville, je mets un masque en tissu, je ne mets pas un masque chirurgical. Toujours sur cette question de l'approvisionnement de matériel, quelles leçons doivent être tirées de ce qui s'est passé pendant cette crise sanitaire pour qu'à l'avenir, les médecins, non seulement de la métropole, mais aussi des dom-toms et des territoires qui sont plus éloignés, ne soient plus en manque de masques et d'autres matériels médicaux? Ce qui a été prôné par l'ordre des médecins et ce qui a été dit par tout le monde, c'est que les stockages soient révisés. C'est-à-dire qu'il faut que les stocks soient plus importants et les stocks soient gérés. Donc c'est compliqué, mais l'ordre des médecins en particulier s'est insurgé sur le fait qu'on a envoyé au départ des gens face à cette épidémie sans avoir les moyens de protection. Donc ça veut dire que des gens ont été malades ou sont morts pour certains parce qu'ils n'avaient pas les moyens de protection différents, et en particulier au début de l'épidémie en métropole. Donc ça a été largement dénoncé, ça doit être dénoncé, et la façon de s'en sortir, c'est essayer maintenant qu'on ait des stocks qui soient gérés. Et bien sûr, des masques, et sur tous les risques, parce qu'il n'y a pas que les risques liés aux masques, mais tout ce qui sont les risques sanitaires, l'irradiation, les risques sanitaires, il faut qu'il y ait les moyens de prévention. Ça veut dire baisser les prix aussi? Vous parliez du prix des masques tout à l'heure. Mais on n'a pas la main là-dessus. On ne fabrique pas nos masques. Ça veut peut-être dire qu'il faut effectivement, comme certains l'ont évoqué, pour les médicaments aussi, puisque vous savez qu'il y a eu des pénuries de médicaments, il faut peut-être relocaliser certaines de nos industries qui sont des industries prioritaires et de sécurité nationale pour s'assurer qu'on pourra suppléer à des carences sur le marché international. Mais vous avez bien vu que les masques étaient produits en Chine et que des guerres sur le tarmac avaient lieu pour détourner des achats vers un pays ou l'autre en faisant monter les enchères. Le prix du masque, il a été multiplié par 7 ou 8. Donc c'est pas rien. Donc ça fait aujourd'hui un produit qui était cher alors que c'était auparavant un produit vraiment pas cher. Et c'est la même chose sur les produits anesthésiques, c'est la même chose sur d'autres produits où il y a eu finalement une pénurie mondiale. Donc cette pénurie, elle a considérablement gêné la crise, la prise en charge des patients. Elle a aussi gêné pour nous, par exemple, on ne pouvait pas faire certaines chirurgies alors qu'il n'y avait plus de Covid et que ça aurait pu se faire parce qu'il n'y avait plus de stock dans certains produits anesthésiques ou antalgiques et qu'on a eu des crises sur les produits. Et concernant le gel hydroalcoolique, est-ce qu'on a des pénuries aussi? On a des personnes qui nous ont dit récemment ne pas en trouver en pharmacie alors que le gel est demandé avant de monter dans l'avion. Alors, honnêtement, jusqu'à présent, on a une production locale qui est abondante, qui est à un prix raisonnable. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer s'ils vont continuer, parce que là encore, je n'ai pas d'informations, mais je pense qu'il faut continuer à faire un produit local qui finalement remplit les conditions requises et qui est relativement abordable, puisqu'il se situe entre 9 et 15 euros le litre, suivant où on l'achète. Alors cette fois sur les gestes barrières, vous avez parlé d'un relâchement qui est notable et certain ici à La Réunion. La communauté médicale est-elle favorable à ce que l'État intervienne pour que la population respecte ces gestes barrières, notamment le port du masque, ou vous pensez que la prévention que vous faites ici, notamment avec cette émission, est suffisante pour que les Réunionnais s'attachent à ces gestes barrières? Alors je dirais, on ne peut pas mettre un policier devant chaque Réunionnais pour lui dire ce qu'il a à faire. Donc il faut communiquer plus, renforcer toute la communication au niveau des gestes barrières. Il faut montrer l'exemple. Et là, ça n'a pas été top pendant les élections, il faut le dire. Donc il faut montrer l'exemple. Donc ça reste important. Moi, je crois que la valeur d'exemple est importante, y compris pour les institutions, préfectures, ARS, mairies, tous ceux qui sont dans que ce soit la région, enfin tous ceux qui ont des statures politiques, ou tous ceux qui se montrent à l'écran ou ailleurs, il faut respecter les consignes. Donc montrer l'exemple. Ensuite, il faut que la profession médicale se mobilise sur cette question-là pour faire de l'éducation, ça c'est sûr. Et puis, il faut essayer d'expliquer pourquoi on veut le faire. Donc peut-être si on communique mieux sur l'épidémiologie, peut-être si on sensibilise mieux,
il y aura plus de reprise des mouvements barrières. Mais vous avez raison, c'est la peur qui fera revenir les mouvements barrières. Malheureusement. Ouais. Et sur ce virus qu'on apprend finalement à découvrir chaque jour, chaque semaine, vous, en tant que médecin, qu'est-ce que vous pouvez dire sur les risques encourus aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez appris de plus ces dernières semaines sur ce virus, sur cette maladie? En termes de prise en charge, aujourd'hui, on comprend mieux ce qui se passe. Donc, les techniques sont plus adaptées. On n'a toujours pas de traitement spécifique. La perspective du vaccin, elle est très éloignée. Il y a eu beaucoup de débats sur la chloroquine. L'ordre a été très engagé là-dessus, puisque nous soutenions qu'il fallait des études et qu'on ne pouvait pas mettre facilement un produit sans qu'il y ait eu des études suffisantes. Il y a eu des plaintes aussi qui ont été faites sur le plan ordinal auprès de certains médecins qui s'étaient beaucoup avancés ou qui ont porté des accusations sans avoir de preuves. Donc il y a des plaintes qui ont été portées puisque le code de déontologie impose que lorsqu'on communique sur les médias, on doit donner que des données qui sont vérifiées et pas des données qui sont supposées. Donc voilà, il y a eu des progrès sur la prise en charge. Les craintes que l'on a, nous, à La Réunion, c'est que la population réunionnaise a des indicateurs sociaux qui montrent que les conditions économiques, les conditions de vie ne sont pas forcément élevées et parfois en dessous des seuils des pays comme la métropole. Donc on craint que l'épidémie se développe très fort et très vite. Et avec les polypathologies, et avec un diabète à 10%, on a bien sûr les plus grandes craintes. Pareil pour l'obésité. C'est vrai que l'obésité existe, c'est vrai que le diabète existe, c'est vrai que les polypathologies existent, donc les cas graves existeront. Donc il faut limiter au maximum cette épidémie. Alors peut-être définir polypathologie. C'est les gens qui ont plusieurs pathologies parce qu'ils sont diabétiques, ils sont obèses, ils sont insuffisants respiratoires, ils ont une apnée du sommeil et ils sont asthmatiques. Donc ils vont cumuler un certain nombre de pathologies qui vont considérablement augmenter leur risque de complications. Quand vous avez une maladie, vous avez un risque de complications. Quand vous en avez deux, ça ne multiplie pas par deux, ça peut multiplier par 5 ou 10 votre risque. Alors juste, vous avez parlé de la chloroquine, j'en profite pour rebondir puisque c'est un sujet qui a évidemment été largement évoqué dans l'actualité, dans les médias. On a eu un moment aussi à La Réunion une pénurie de plaquenil dans les pharmacies. Est-ce que ça veut dire que, étant donné que la chloroquine n'était disponible que sur ordonnance, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des ordonnances qui ont été faites trop rapidement peut-être, ou qu'il y a eu une pression de la population? Comment est-ce qu'on peut expliquer ce qui s'est passé? Alors moi, je n'ai pas d'expertise sur ce champ-là. Je sais qu'il y a eu des pénuries sur les patchs de nicotine au niveau des annonces. Sur le plaquenil à La Réunion, j'avoue que je n'ai pas d'expertise. En tout cas, il n'y avait pas de recommandation de prescription. Et les médecins qui ont prescrit, en tout cas, l'ont fait hors recommandation. Et ça n'était pas, a priori, souhaitable en l'état actuel de nos connaissances. Très bien. Une autre question peut-être, Tonio? Alors une autre question sur les personnes à risque. On a souvent entendu que plus jeune on était, moins on encourait de risques avec le Covid-19. On a entendu aussi ici et là que la chaleur pouvait avoir des effets sur le coronavirus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces rumeurs ou ces informations qui circulent? Alors la première chose que je peux vous dire, c'est que beaucoup de questions restent sans réponse. En tout cas, ce qui est pour les questions de saisonnalité, on s'accorde à dire aujourd'hui que probablement il n'y a pas une réelle saisonnalité, même si c'est un virus qui préfère plutôt le froid et l'humidité. Mais vous voyez bien que dans certains pays comme le Brésil, il y a des épidémies extrêmement fortes, et comme certains pays comme les États-Unis, il y a des épidémies très fortes dans dans des régions qui sont plutôt tropicales. Les facteurs économiques jouent un rôle, ça c'est certain, puisque vous avez bien vu à New York que les populations plutôt défavorisées nord-américaines étaient extrêmement plus touchées que les blancs new-yorkais. Et ce n'était pas une question de couleur ou une question de race, c'était une question de milieu socio-économique. Donc c'était vraiment ça. Donc les personnes qui sont à bas milieu socio-économique sont plus touchées. J'ai oublié le reste de votre question. La jeunesse. Donc la jeunesse, la jeunesse est moins touchée, même s'il y a un pourcentage de personnes qui restera quand même touchée parmi la jeunesse, mais il reste beaucoup moins touché. Pour les enfants, on avait évoqué au départ que c'était plus à risque, et maintenant, il y a beaucoup de contestations et on pense que le réservoir chez les enfants est beaucoup moins probant et que finalement, les enfants sont peu porteurs. Pour la jeunesse, alors ça dépend jusqu'où vous allez sur la jeunesse, mais on peut dire que les 30, 40 et 50 sont probablement peu touchés, en l'absence de pathologies qu'ils pourraient avoir ou de polypathologies qui à ce moment-là changent le risque. Et qu'est-ce qu'on peut préconiser pour la rentrée scolaire pour les plus jeunes des jeunes? Alors c'est difficile de se projeter sur la rentrée scolaire puisque ça va demander des notions d'épidémie et que je ne suis pas du tout en capacité de vous dire qu'est-ce qu'il en sera le 15 août.
En tout cas, il y aura des mesures qui seront prises, mais elles doivent être compatibles bien sûr avec l'activité. Et on gardera, sauf contre-ordre, on gardera la notion que le risque n'est pas très fort pour les enfants qui ne sont pas forcément des réservoirs. Sauf nouvelle chose, puisque on a dit tout et son contraire, hein, donc ça va continuer. Ça peut encore changer. Ça peut encore changer. Alors, concernant l'évolution de ce virus, il y a beaucoup de questions sur ce sujet, puisque, encore une fois, on en apprend tous les jours, toutes les semaines. Est-ce qu'il est vrai qu'il y ait une évolution de ce virus plus virulente qui circule aujourd'hui dans le monde? Alors ça a été dit plus transmissible, mais moins mortel. C'est-à-dire que ça a été dit, voilà. Bon, après, tout ça, c'est des spéculations, hein. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que ce virus est quand même très transmissible. Il y a eu des hypothèses aussi sur la transmission aérienne qui commencent à ressurgir. Il y a des études qui semblent montrer que la transmission aérienne pourrait exister. En tout cas, il y a des gens qui défendent ça. Donc il faut retenir qu'il est très transmissible. Et il faut retenir que sa mortalité est loin d'être négligeable. Si on estime qu'elle est de 2% ou 1,5%, c'est quand même important. Pendant longtemps, on a comparé la Covid-19 et la grippe. Ça vous a semblé judicieux comme comparaison ou aujourd'hui ça n'a plus lieu d'être? Alors, je crois que tout le monde s'accorde à dire que le Covid-19 n'est pas une petite grippe. Plus importante, plus transmissible, plus contagieuse? Plus transmissible, enfin au moins aussi transmissible, et en tout cas avec beaucoup plus de complications que n'en a la grippe. Donc je crois que, et en plus il y a des complications à long terme pour certains patients, et on voit bien que ce virus-là est une pathologie pour ceux qui l'ont très souvent fort désagréable, longue, et avec pour certains des séquelles qui perdurent hein, en termes de mois. Alors, il y a eu ces derniers jours un remaniement, j'imagine que vous êtes au courant. Est-ce que vous avez déjà, vous, la communauté médicale, été en contact avec Sébastien Lecornu, le nouveau ministre des Outre-mer? Alors, la position de l'ordre n'est pas une position qui génère des contacts immédiats. On a bien sûr regardé son CV, on a bien sûr regardé qui c'était, mais on n'a pas eu de contact en direct. Et je pense qu'on n'en aura pas prochainement pour ce qui nous concerne. Je pense que les unions professionnelles en auront avant nous, et nous chercherons à en avoir en fonction des décisions qui vont être prises aujourd'hui, demain ou après-demain, en tout cas, pour les questions de septaine et d'accueil des passagers à La Réunion, bien sûr. Bien sûr. Alors, une autre question, vous avez envoyé un courrier justement à l'ancienne, désormais ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Et dans ce courrier, vous évoquiez des rapatriements sanitaires qui se feraient par des assurances dans le cadre privé. Est-ce que vous êtes au courant de ce genre de faits qui sont encore d'actualité? Et si oui, que faire pour lutter contre cela? Alors, un certain nombre de compagnies d'assurance ont été mobilisées là-dessus. Donc, a priori, maintenant, le dépistage est systématique. Alors, il y avait des questions sur les avions privés ou des groupements qui affrétaient les vols. Aujourd'hui, la préfecture là-dessus est mobilisée. Et la préfecture s'est engagée. Donc le problème semble s'être résolu. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu de nouveaux cas de personnes se présentant aux urgences sans statut sérologique connu et ayant été rapatriées. Donc les choses se sont, semble-t-il, améliorées à ce niveau-là. Est-ce qu'on a encore quelques questions? Alors, peut-être juste une dernière question. Pour les personnes qui ont des symptômes, simplement rappeler quelles sont les mesures à prendre et quel est le protocole à suivre pour éviter justement que le virus se propage quand on a des doutes de contamination. Donc je crois que la première chose à faire, c'est d'appeler son médecin traitant pour l'avertir qu'on souhaiterait consulter pour une suspicion d'infection au Covid, pour voir avec lui les modalités, puisque les cabinets se sont organisés pour recevoir les patients éventuellement à risque, pour soit faire un trajet particulier, soit des horaires particuliers, soit les voir rapidement pour éviter qu'ils restent 2 heures dans la salle d'attente. Donc je dirais que la première chose, c'est d'appeler ou de s'identifier en arrivant comme toussant ou présentant de la fièvre et de se déplacer avec un masque. Donc la première chose, c'est se masquer. La deuxième chose, c'est de respecter les mesures barrières. Et ensuite, c'est d'aller consulter son médecin traitant. Si on ne se sent pas bien, si on a des sensations de malaise, si on a du mal à respirer, évidemment, il faut faire le 15. Le 15 reste habilité pour les situations d'urgence. Pour les situations plus banales, celles où on ressent comme une grippe, eh bien, il faut porter un masque, aller voir son médecin traitant, ou bien on fera une téléconsultation, les deux sont possibles, mais en tout cas, prendre contact avec son médecin traitant par téléphone, c'est l'idéal. Si vous n'arrivez pas à le joindre, si c'est difficile, à ce moment-là, se déplacer là-bas, mais avec un masque et prévenir
qu'on a de la toux, de la fièvre, qu'on a du mal à respirer, qu'on a de la diarrhée, qu'on a éventuellement un petit peu mal à la gorge, qu'on a des douleurs musculaires, qu'on a un petit peu mal à la tête. Voilà, tous ces signes un peu ensemble, pas juste un signe. Si vous avez mal à la tête, ce n'est pas forcément le Covid. Alors tous ces signes à surveiller, est-ce que c'est pas un peu une responsabilité qui est lourde entre guillemets pour l'internaute, pour le réunionnais, la réunionnaise? Est-ce que c'est pas un petit peu, je vous laisse éteindre votre thé. Ouais, je vais l'éteindre s'il vous plaît. On fait une petite pause. On fait une pause. Ce sont les joies du direct. Voilà, mais c'est ma faute, j'ai voulu l'enlever tout à l'heure et j'ai oublié, j'ai pas pu le faire. Il n'y a pas de problème. Oui, donc on parle ici de se surveiller, de surveiller le moindre symptôme. Est-ce que c'est pas une responsabilité un petit peu lourde pour chaque personne de surveiller sa température, surveiller la moindre toux? Est-ce que c'est pas un petit peu beaucoup demandé aux gens ici? Je crois qu'il ne faut pas non plus, là où on en est aujourd'hui, il ne faut pas être parano. Je crois qu'il faut simplement, quand on a des signes qu'on se dit j'ai la grippe, se dire tiens, je pourrais avoir ça, et demander un avis à son médecin comme on le fait, peut-être un peu plus. De même qu'en ce moment, il faut absolument se vacciner contre la grippe. Parce que c'est l'année de se vacciner contre la grippe. Parce que quand vous allez avoir la grippe et le Covid en même temps, ça va être très compliqué. Très, très compliqué. Et puis quand vous allez avoir un syndrome grippal, le fait d'être vacciné, ça peut orienter aussi le médecin. Donc ça, je pense que c'est très important aussi, cette vaccination de la grippe cette année. Et comme vous l'avez dit, les gens doivent se mobiliser, se poser la question et aller voir un professionnel pour s'éclairer. Est-ce qu'on peut avoir des séquelles suite au Covid-19 quand on a été atteint du Covid pendant quelques temps? Est-ce qu'ensuite il y a des marques qui restent chez les malades? Oui, il y a des personnes qui se plaignent de douleurs persistantes au niveau respiratoire, de difficultés à l'effort, etc. Oui, il y a des personnes qui mettent en avant en ce moment des signes qui persistent, mais là encore, c'est chez la minorité des cas, puisque la majorité des cas vont faire des formes asymptomatiques. Mais pour les gens qui ont fait des formes graves, et puis ceux qui sont allés en réanimation, n'oubliez pas que quand vous avez fait de la réanimation, il y a toute la rééducation post-réa. Hein. Ce n'est pas des petits séjours en réa. Hein. Vous avez perdu du poids, vous avez perdu du muscle, vous avez perdu des facultés cognitives. Il faut repartir sur des mois de rééducation dans la suite de ça. Donc c'est quand même une pathologie qui est difficile pour ceux qui sont atteints et qui présentent des formes graves. Vous avez bien vu quand même que la mortalité n'est pas du tout négligeable non plus. On remercie les internautes pour leurs questions. En général, on termine l'émission par une question à nous qu'on rajoute pour ouvrir un petit peu la discussion. Là, on a parlé effectivement du virus en lui-même, de la condition, de la situation sanitaire, de ce qui allait changer avec les voyageurs. On a finalement peu parlé du confinement, de ce qu'on a vécu pendant 2 mois. Ça commence à se faire un petit peu en Europe notamment, vous l'avez vu aux États-Unis aussi, on reconfine localement pour éviter une seconde vague épidémique. Si jamais la situation venait à s'empirer à La Réunion, est-ce que reconfiner, en tout cas par secteur, est-ce que ça vous semble possible, jouable? Est-ce qu'en tout cas ça peut permettre de limiter le virus? Si on repart sur un nombre de clusters, c'est-à-dire de foyers de contamination et que ces foyers sont proches ou nombreux, il est possible qu'on soit obligé de reconfiner par secteur, oui, c'est possible. Je crois qu'un reconfinement généralisé comme on l'a fait est peu probable, sauf si on est dans une situation très difficile. Mais je pense qu'on va être plus par secteur, a priori. Alors à La Réunion, ça pourrait Alors je sais que ça ne dépend pas de vous, évidemment, mais comment est-ce que ça pourrait s'articuler, un reconfinement local sur l'île? C'est des secteurs géographiques, donc délimités en général. Le secteur géographique le plus commun, c'est souvent la commune. Hein. C'est souvent la commune, sauf ceux qui ont des énormes communes comme Saint-Paul. Mais sinon, c'est des territoires géographiques et populationnels. Donc souvent, c'est la commune. Voilà. Mais ça reste à déterminer et c'est absolument... c'est pas une compétence de l'ordre de s'occuper de ça. Mais par contre, c'est effectivement possible qu'on en revienne à des confinements par secteur, mais pas un confinement comme on l'a vécu avec une Réunion totalement à l'arrêt. Et vis-à-vis de la population, vous pensez que c'est jouable de demander à la population de se reconfiner? Est-ce que ça peut être respecté par les gens? Moi, je pense qu'on verra, mais vous savez, lorsque les gens ont peur, et ils auront raison d'avoir peur si le virus se transmet et ce virus se développe à La Réunion, eh bien les gens, légitimement, ils suivront, bien sûr. Ce qu'il faut, le mieux, c'est encore d'agir avant d'avoir peur. Donc c'est que maintenant, ils fassent en sorte que les mesures barrières soient respectées pour éviter de tomber dans la peur. Après, s'il faut la peur, il y aura la peur. Bon, merci beaucoup. On ne tombe pas dans la catastrophe, mais ici, on prévient les gens, respectez les gestes barrières et continuez à faire attention. Le Covid est toujours là, finalement. C'est ça le message. Oui, le Covid
peut arriver enfin, de façon importante. Et donc, je crois qu'il faut mener une vie la plus normale possible, mais respecter bien les règles et les gestes barrières. C'est quand même probablement l'une des mesures les plus efficaces. Merci beaucoup Alain Domergue, merci de nous avoir accordé de votre temps pour cette interview en Facebook Live. Donc Facebook Live que vous allez pouvoir retrouver tout de suite sur notre site Image Presse Réunion. Merci également Antoine merci Antoine qui a relayé donc les questions des internautes que vous avez pu poser directement sur le Facebook Live. On se retrouvera très prochainement pour une future émission. Retrouvez celle-ci donc dès à présent en replay sur notre page Facebook et également sur notre site imaspressréunion.com. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. On vous souhaite une très bonne journée. Merci Alain Domergue et à très bientôt.